Bonjour à tous, bienvenue dans encore un podcast. Je suis accompagné de Noam. Bonjour. Moi, c'est Moulay. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un ancien ministre de la Défense de 1999 à 2007 Oui. et 2008. Tu t'es trompé. Eh ben, nos sources n'étaient pas bonnes, apparemment. Il était président de la Chambre des représentants. Donc voilà, merci d'être venu, monsieur André Flao. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est sympa ici. Merci beaucoup. On a fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour enjoliver l'endroit. Oui, je parlais aussi des gens. Ah, ok. Les gens sont sympas. Ouais, ça va. On essaie de travailler en équipe. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Ouais. Bon, on va commencer avec la première question. C'est devenu une coutume carrément. Nous, on juge les gens d'après leur composition au snack. En gros, ce que vous allez manger au fast-food, snack, etc. On vous demande c'est quoi votre composition. Viande, salade et sauce. Je vais rarement au snack. Moi, je suis plutôt du style un sandwich, fromage et puis voilà. Une sorte de club comme ça, club sandwich, des trucs Oui, comme même ça. pas le club. J'évite les choses trop grasses parce qu'alors je m'endors. Franchement, bonne direction artistique, Ouais, j'ai franchement, envie de dire. on devrait prendre exemple. Donc, pour vous introduire et comprendre un peu la fonction que vous avez eue, c'est quoi le rôle d'un ministre de la Défense en Belgique? Le rôle d'un ministre de la Défense, c'est d'abord être membre d'un gouvernement et c'est effectivement de pouvoir gérer un département important, surtout par le nombre de personnes qui l'occupent. Et alors, il y a plusieurs philosophies pour le ministre de la Défense. Je vais parler de ma façon à moi de travailler. Quand je suis devenu ministre, j'ai fait une toute petite phrase. J'avais déjà 4 ans comme ministre dans d'autres matières. J'ai fait toute petite phrase en disant aussi longtemps que la défense, je ne parle pas de l'armée, je parlais de la défense, n'utilise pas son personnel, son matériel, ses infrastructures pour la préparation des opérations ou l'entraînement, il faut que ce personnel, ce matériel, ces infrastructures soient mis à la disposition de la société civile. Je n'ai pas dit nation, j'ai dit société civile, pour la paix et la solidarité à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors effectivement, ça dénote un petit peu, puisque par définition, un ministre de la Défense, on voit encore des exemples aujourd'hui, c'est un type qui défile, qui fait de la musculation, qui achète beaucoup de matériel parfois inutile. Nous, on a essayé de gérer ça de façon, je vais dire, plus humaine, tournée vers le service à la population, tournée vers la paix. Et je me souviens, quelqu'un m'avait dit, mais ne parle pas trop de paix avec les militaires, ils n'aiment pas ça, etc. C'est une erreur de penser ça, parce que le militaire que l'on envoie en opération, il sait très bien qu'il peut ne pas revenir à un moment donné. Et aussi, c'est comme les dames à l'armée, etc. J'étais le premier à nommer une femme générale. Mais c'est clair, elles savent bien ce que ça veut dire d'avoir un enfant, de perdre un enfant ou de perdre un membre de la famille. Donc c'est insuffler, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ma façon à moi d'être ministre de la Défense, et j'y suis resté pendant un certain nombre d'années en adoptant des attitudes parfois à contre-courant, parce que c'est pas parce qu'on est dans un gouvernement qu'il faut toujours dire oui. On a dit non à un certain moment à la participation de la Belgique à la guerre en Irak. On y reviendra. Et ça, je crois que c'est important et c'est un peu ce qui devrait inspirer les acteurs d'aujourd'hui qui font beaucoup de suivisme. Non, je suis d'accord. Il a Là, ça répondu à beaucoup commence. de questions. Ouais, en fait, d'un coup, vous avez été très, très, très complet. Vous avez matché la moitié de nos questions. Ouais. C'est fini alors. Ouais, non, c'est ça. non, 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 on va vous surprendre, vous en faites pas. On va aller plus dans le détail alors, Ouais, peut-être. c'est ça. Moi, j'ai une petite question. En vrai de vrai, vous avez sûrement eu des décisions lourdes à prendre, etc. Comment vous gérez ça au niveau de la famille, etc. Parce que je me doute que des fois, certaines décisions peuvent être mal vues au niveau du public ou peuvent être mal prises. Si ça vous est déjà arrivé, est-ce que ça a peut-être été dur de gérer ça avec votre famille, des trucs comme ça? Mais c'est vrai que moi je dis toujours que faire de la politique, c'est une forme de sacerdoce. Il faut être à la disposition de la population, il faut être à l'écoute, il faut être proche, surtout en période non électorale. Les périodes que je déteste le plus, c'était les périodes électorales où tous les gens apparaissaient, quelquefois sortant des écrans de télévision, étaient sur le terrain pour découvrir des choses qu'ils avaient peut-être ignorées pendant un certain nombre d'années.
être sur le terrain en permanence, être dispo, c'était mon slogan, Flow Dispo, mais de le mettre en œuvre. Et oui, les décisions difficiles, il faut les prendre, mais il faut surtout les prendre quand on est ministre en concertation avec les gens qui travaillent. La concertation, on ne peut pas se borner à dire simplement je te demande ton avis, mais quoi que tu dis, je m'en fiche. La concertation, c'est on essaie de trouver un accord. Et aujourd'hui, plus on avance, plus on constate qu'il faudrait que plus on se mobilise pour effectivement trouver des solutions plutôt que de causer des problèmes pour exister quelquefois sur les réseaux sociaux. Il faut aujourd'hui créer plus de ponts que d'ériger des murs. Et il faut parler avec les uns et les autres dans le respect des uns et des autres, quelle que soit la culture, quelle que soit la provenance, la couleur de peau, la religion. Je crois qu'un monde, ça se construit par le dialogue et par les échanges respectueux des uns et des autres et des valeurs des uns et des autres. Alors oui, il y a des décisions difficiles à prendre quand vous devez mettre un terme à certains contrats de travail. Ça m'est arrivé aussi, mais on ne peut pas le faire de façon brutale. Il faut tenir compte de la situation sociale, de la famille, des conséquences, etc. Je reviens à chaque fois, l'homme ou la femme politique, c'est avant tout un être humain qui doit avoir des sensibilités et il doit pouvoir reconnaître aussi les problèmes et comprendre les problèmes des uns et des autres. Et parfois, c'est clair, par rapport à la famille, par rapport aux entourages, et on est amené à prendre des décisions. Et parfois, on est appelé à prendre aussi des décisions qui mettent à mal la vie de famille ou qui la rendent difficile. Je vais donner un exemple. Depuis 1994, chaque soir de Noël, je vais visiter tous les services de secours de ma province. Les hôpitaux, les policiers, les pompiers, tous, je vais les voir. Et on me dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais je dis, parce que ces gens travaillent pour l'intérêt public, pour les autres. Ils sont là. Et un responsable politique, il peut apporter quelques pralines. C'est un détail, mais ça marque. Et ça marque la proximité. Et ça crée des liens qui se retrouvent par la suite. Parce que tout au long de la vie, il faut créer des liens et faire en sorte qu'ils soient le plus solides possible. Mais ils ne peuvent être solides que si on les entretient. Mais donc vous fêtez Noël le 25 décembre alors? Non, en général, je ne suis pas très fête. Ok. Je préfère prendre un verre d'eau, parce que je ne prends pas d'alcool, un verre d'eau à une terrasse quand je l'ai décidé de le faire. Mais je n'aime pas d'aller à des choses par obligation. C'est parfois difficile, à comprendre pour des protocoles. Je dois vous avouer que je ne suis pas très protocole. Quand il y avait un tapis rouge, j'aimais bien de passer à côté du tapis et d'ouvrir la porte que l'on interdisait d'ouvrir. Tu vois, là, avec tout ce qu'il vient de nous dire, moi, je me dis juste que c'est le parfait opposé, magnifique parfait opposé d'un Donald Trump, par exemple. Oh, heureusement. Pas d'insulte. Pas d'insulte. Non, désolé, excuse-moi, c'était pas mon intention. Non, mais vraiment, genre, tout ce qu'il a dit comme valeur, façon de faire, le fait de demander l'avis et de pas prendre des décisions tout seul, après, je suppose que c'est pas forcément votre... Enfin, vous n'avez pas vraiment le choix, vous devez vous concerter. Oui, mais justement, on a participé, j'ai participé à toutes les coalitions possibles en Belgique. J'ai commencé avec M. Dehaene et puis terminé avec Mme Milquet, etc., à la communauté française. Donc j'ai fait toutes les coalitions et les 2 coalitions avec Verhofstadt aussi. Puis j'ai présidé la Chambre. Mais le tout, c'est effectivement de voir comment on peut trouver des solutions. Et c'est vrai qu'il y a parfois des éclats de voix, parfois des expressions assez rudes. C'est mieux. Mais on échange des idées, on défend ses idées, et à un certain moment, on se dit, bon, maintenant, on a dit ce qu'on avait à dire, on ne s'est pas tapé dessus, mais on va quand même essayer d'arriver à une solution parce que les gens attendent de nous qu'on apporte des solutions et ne pas faire du cinéma en s'enfermant dans des conclaves, en s'enfermant dans des châteaux, etc. Non. L'objectif, c'est de trouver les solutions et répondre aux besoins de la population, que ce soit en Belgique, que ce soit dans les autres pays du monde. Et là, quand on a des contacts avec les autres pays du monde, je parlais de solidarité pour la paix et la solidarité à l'intérieur et à l'extérieur du pays,
Là aussi, il faut tenir compte et respectueux les sensibilités et les cultures des autres et l'expression des besoins des autres. On n'est pas là, c'est fini l'époque des... ça devrait être fini, l'époque des colonisations, parce qu'il y a des colonisations qui renaissent aujourd'hui ou qui continuent à subsister aujourd'hui. On est là pour faire du partenariat, et le partenariat, ça a une base solide, c'est le respect de l'autre, le respect mutuel de sa différence, de ses valeurs. Et c'est ce qu'on doit trouver aussi dans notre société ici en Belgique. On parlait du festival Vivre ensemble tout à l'heure. Le vivre ensemble, ça doit être notre préoccupation première de tout responsable politique. Ouais, je suis absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est une des choses qui peuvent faire qu'un endroit est mieux qu'un autre. Genre, si on laisse la parole à des gens qui sont pas forcément pour se vivre ensemble, bah, le pays risque vraiment de partir en cacahuète. Je prends l'exemple, hein. Ici, on peut pas donner forcément la parole à l'extrême droite, si j'ai bien compris. Mm. Genre, ils peuvent pas aller sur la télé, les trucs comme ça. T'es public, je crois, ou privé, je sais plus. Il y a un truc. Ouais, bref. Ouais, c'est... Le cordon sanitaire. C'est ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Ouais, pour pas exposer n'importe qui à n'importe quoi, c'est ça? Mais un des problèmes de base, c'est que la population, j'ai déposé en 1997 un projet d'un cours d'apprentissage à la citoyenneté dès le plus jeune âge dans les écoles. Quand les gosses sont encore solidaires par nature, quand ils partagent leurs jouets, quand ils n'attachent pas d'importance à la couleur de la peau, à la texture des cheveux, que tu manges ou tu ne manges pas, etc. Ils sont solidaires. Et faire progresser ces jeunes, en quelque sorte, année après année, dans la découverte de l'environnement. Mais ils sont respectueux par nature, respectueux de l'environnement, respectueux de l'autre, etc. Et en faire de véritables citoyens capables de s'engager dans le respect des autres. Et terminer, à l'inverse de ce qui a été fait, on instaure un cours de philosophie et de la citoyenneté, terminer précisément par l'explication, par exemple, qu'il n'y a aucune religion qui impose de tuer. Ce sont des dérives des religions qui sont à pénaliser, mais aucune religion, aucun écrit ne dit qu'il faut tuer. Il faut dissocier les religieux de la religion. C'est ça qui est important. Ouais. Mais du coup, en parlant de ça, nous, on se demandait comment on réagit quand on est ministre de la Défense, mais vraiment quand on est ministre de la Défense, pas un citoyen normal, quand on voit le 11 septembre 2001. Alors, c'est un épisode marquant. J'en ai eu d'autres parce que j'ai un peu... Certains disent que c'est un défaut, d'autres disent que c'est une qualité, mais en tout cas, les collègues trouvaient que c'était une qualité puisque j'étais le ministre qui ne prenait pas de vacances. Je ne prends pas de vacances, j'étais donc ministre de garde. Et quelque part, ça veut dire qu'on signe les documents pour les autres pendant la période, on ne fait pas n'importe quoi, mais quelque part, c'est souvent pendant les vacances que se produisent les catastrophes. Il y a eu Guy Languien, j'étais tout seul en Belgique, il a fallu rapatrier tous ceux qui étaient à l'extérieur. Puis il y a eu le 11 septembre, effectivement, et là, comme ministre de la Défense, le premier réflexe à avoir, c'est garder son calme. Ça, c'est très compliqué. Deuxième réflexe, c'est de ne pas se précipiter devant la presse pour faire des déclarations quand on n'a pas une certitude de ce qui s'est passé. Parce qu'autrement, on déclenche des inquiétudes et aussi avoir le courage d'analyser objectivement les choses. Moi, j'étais dans mon bureau et finalement, on me disait, attention, parce qu'il y a des avions qui décollent du nord de l'Europe pour venir s'écraser sur le site de l'OTAN, etc. La politique à la défense, une des résistances à avoir, c'est garder son calme, c'est agir avec une grande concertation et surtout éviter de tomber dans les pièges du mensonge. Parce qu'effectivement, en période de guerre, ou encore comme on voit aujourd'hui, on est en guerre, effectivement, pas la Belgique, on n'est pas en guerre, mais on est dans un contexte de guerre qui est utilisé pour faire peur aux gens et pour amener à du réarmement, parfois de façon démesurée et on se demande de l'utilité. Mais, comment vais-je dire, il faut effectivement savoir qu'il y a une forme de désinformation encore plus accentuée aujourd'hui par les réseaux, etc. Parce qu'effectivement, quand vous vous souvenez de ce que Colin Powell venait montrer, des petites fioles blanches avec de la poudre, et puis qu'il a dû aller dire à l'ONU qu'il avait menti, nous, on avait dit dans nos réunions que c'était mensonge, que finalement, on ne croyait pas en tout cela. Donc, c'était un peu le prolongement aussi du 11 septembre. Et là, c'est être resté soi-même, analyser
froidement la situation, garder son calme, prendre des décisions qui sont aussi parfois des décisions solidaires. Hein. Quand on a décidé de créer le BFAST, le Belgian First Aid and Support Team, c'est pour que la Belgique soit effectivement la première lorsqu'il y a une catastrophe naturelle pour venir en aide aux populations. C'est la solidarité, paix et solidarité à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vous avez une petite idée sur ce qu'il y avait dans cette fiole ou pas? Non, Moi, pour moi, c'est du jus de pomme. Non, moi, j'ai jamais goûté. Je voulais en ramener d'ailleurs, mais bon. Je voulais faire une blague avec ça. Non, non. J'ai Je tiens à oublié. rappeler que c'est quand même d'une arme de destruction massive qu'on parle. Hein. C'est une arme chimique et tout. Deuxième composante des trois, je crois qu'il avait dit. Bon. Ouais. Si elle tourne, elle n'est pas très massive, la destruction. Bref, comme disait. Mais non, il faut résister aussi à des menaces du style qui m'étaient faites par le secrétaire d'État américain Donald Rumsfeld, qui disait toujours, après avoir téléphoné au président Bush, il disait toujours vous n'acceptez pas, mais on va déménager le siège de l'OTAN de Bruxelles ailleurs. C'était un pur mensonge. J'avais signé, moi, tous les contrats pour justement la construction du nouveau siège de l'OTAN. Donc, il racontait des mensonges. Donc, quand on sait détecter les mensonges et résister et combattre ça, on se sent mieux. Mais du coup, en 2003, avec l'Irak, qu'est-ce qui vous a fait dire non? Ou bien peut-être que vous n'avez pas décidé tout seul, mais qu'est-ce qui n'a pas poussé à envoyer des troupes là-bas? D'une conviction partagée, Mhm. il y avait effectivement Verhofstadt, libéral flamand, Louis Michel, libéral francophone, et moi-même, en disant ce n'est pas possible d'accepter cette volonté de nous envoyer en guerre sur une absence de base de décision internationale et du respect du droit international. Et nous n'accepterons pas, nous dirons non. Et on s'est trouvé dans une configuration un peu particulière où effectivement le secrétaire général de l'OTAN avait habilement exclu la France des organes de décision, parce que la France n'était pas encore de façon pleine et entière dans l'OTAN, suite au coup de gueule de Gaulle à l'époque. Mhm. Et quelque part, c'est Sarkozy qui a ramené la France dans l'OTAN pleinement. Donc Chirac avait été un peu mis hors jeu. Alors les Allemands avaient dit oui, les Luxembourgeois avaient suivi les Allemands, et le secrétaire général de l'OTAN avait considéré que si les Allemands disaient oui, que les Français n'étaient pas là, que les Britanniques étaient là, donc ça pouvait se faire, que tout allait marcher. Mais il a oublié qu'il y avait quand même un endroit, un petit pays, La Gaule. la France, effectivement, les Gaulois. Ouais, les Gaulois. Ouais. Si Qui résistent. si vous dites à Louis Michel qui ressemble à Willy, je décline toute responsabilité. J'ai pas Mais dit quelque ça. part, à côté de cela, on a donc dit non. Et puis on a joué avec Chirac. Chirac qui nous encourageait à dire vous avez raison, soutenez-nous, etc. On n'y va pas. Et alors on a eu des réunions un peu mémorables comme ça, où il y avait Verhofstadt qui parlait avec ses homologues premiers ministres, Louis Michel parlait avec ses homologues ministres des Affaires étrangères, et moi je parlais avec mes homologues de la Défense. On s'est réunis là, et vous parliez de snack tout à l'heure, on mangeait des frites dans le bureau de Louis Michel. J'étais accompagné par Lumna Benaïssa à l'époque, Unabella Benaïssa, dont on avait perdu sa sœur dans un assassinat ici de sa sœur. Ah ici. oui. Et pour la petite histoire, dans la multiplicité des cultures, elle était voilée. Ok. Donc effectivement, Elle était là aussi, du elle coup. était à côté de moi Manger comme des frites aussi. conseillère. Hein? Manger des frites aussi. Ben, elle mangeait des frites, Sûrement. je ne sais pas. Mais Mais du coup, on est d'accord que les États-Unis ils voulaient aller en Irak plus pour remplir leur frigo qu'autre Ouais. chose. Et vous le saviez déjà à l'époque, vous êtes. Mais on considérait que c'était il y avait d'abord eu le Koweït avant. Hein. Ouais. Quand il y a eu le Koweït. 1991. Oui, ouais. et puis alors il y avait l'Irak, et puis alors après, on ne pouvait pas accepter de partir sans une décision de l'ONU. Ça c'est clair, et c'est une règle qui doit encore être respectée aujourd'hui. Comme il y a par la suite, il y a eu la Libye et autre chose, parce que c'est vrai que Sarkozy voulait aussi montrer qu'il existait. Mm. Mais là, effectivement, on a fait en sorte qu'il faut, en Belgique, une décision du Parlement. Alors, je sais que dans la Constitution, c'est le roi décide d'envoyer en guerre. Ça, c'est comme d'autres articles de la Constitution. Le texte, il est là, mais la réalité, elle est tout autre.
Et je ne me vois pas aujourd'hui accepter d'envoyer des troupes en opération militaire à l'extérieur sans avoir une couverture par le Parlement. Il faut que les parlementaires élus assument leurs responsabilités et disent oui ou non. Donc voilà, il faudrait un débat, par exemple, surtout le débat qui est en cours ici, de savoir si oui ou non il faut soutenir, il faut passer par le Parlement. Et je ne sais pas s'ils vont le faire. Parce que depuis que Trump se fiche éperdument de ce que dit la Cour constitutionnelle et que nous avons une ministre de la Migration ici en Belgique qui se moque aussi de ce que dit la Cour constitutionnelle pour mener sa politique de rejet des migrants, je ne sais pas s'ils respecteront cette règle de consulter ou d'avoir l'accord du Parlement pour décider des opérations militaires à risque. Parce que des opérations militaires, c'est une chose. Mais lorsque des body bags reviennent avec le corps de soldats, Pardon? des corps de soldats dans des sacs. Ok, ok, ok. Ah, Des body bags. ah ouais, ok. Ouais, Ok, C'est j'avais c'est pas bien la entendu. dérivée de doggy bag, d'accord. oui, mais c'est les body bags. Mais quand ça revient comme ça, à ce moment-là, vous avez l'opinion publique qui bascule. Hein. Ouais. Et ça sera le cas aussi aux États-Unis à un certain moment. Ouais, je pense bien. Non, mais en fait, à ce moment-là, quand il y a cette opération, etc., en Irak, quand ils envoient toutes les troupes et tout, c'est sans autorisation, on va dire, sans être vraiment en droit de le faire. Pas de mandat international. Il n'y avait pas de mandat international, ils avaient décidé, c'est comme ce à quoi on assiste aujourd'hui. Du coup, ils sont tous tombés dans le panneau de Powell, c'est ça. C'est-à-dire que c'était la solidarité, parce que là aussi, pour l'Irak, on n'avait pas été attaqué. Il y a un article 5 au niveau de l'OTAN qui dit que si un des alliés de l'OTAN est attaqué, les autres doivent se mobiliser pour le soutenir. Mais à cette époque-là, c'était les États-Unis qui étaient partis tout seuls, attaqués. C'était pas l'inverse qui s'est produit. Donc on était dans une logique de respect strict du droit international. Et je crois que c'est dans cette logique-là qu'il faut revenir aujourd'hui. C'était une décision difficile, du coup, de pas y aller, ou bien c'était la chose qui allait de soi? Nous, on était convaincus qu'il ne fallait pas y aller. Donc, quand on est convaincu de quelque chose, on a plus facile à défendre la position dans laquelle on se trouve. Ouais, On ne joue pas de comédie et on était très fort puisqu'on était unis dans la démarche et on n'était pas seul puisque je viens de dire qu'il y avait aussi les Français derrière et les Allemands qui avaient rejoint les Luxembourgeois. Voilà, on a marqué le pas et De Villepin qui est venu ici l'a rappelé et lui aussi, il avait eu le courage d'exprimer la France au niveau des Nations Unies. C'est une époque où on avait le courage. Quoi. c'est plus le cas aujourd'hui, du coup. Ça dépend des personnes de qui on parle. On met plus de nuances aujourd'hui et c'est peut-être parce que on n'était pas des diplomates. Ok, ça c'est une pique à vous tous. Hein. Non, mais c'est pas ça. On était des politiques. Verhofstadt était un politique, Louis Michel est un politique, je suis un politique. On était vraiment avant tout des politiques, quoi. Comme Chirac n'était pas diplomate non plus. Pas trop. Pas très. Diplomate, ça fait un peu hypocrite comme terme. Genre, Non, c'est un métier qu'il faut respecter, etc. Mais ils sont parfois plus tenus par... si on avait eu une attitude plus, je vais dire, conciliante à l'égard des États-Unis, les diplomates auraient été plus à l'aise à l'égard de leurs collègues. Ici, manifestement, c'est le politique qui avait décidé et ils devaient aussi défendre cette position, ce qui n'est pas toujours facile à l'égard de leurs collègues. Ce n'est pas un métier facile, diplomate. Hein. Voilà. C'est sûr. Mais pour un peu rester, c'est pas le Golfe, c'est un peu plus à l'est, mais avec du recul, quand on voit la situation en Afghanistan depuis 2021 maintenant, est-ce qu'on se dit que le problème a été mal géré, ou qu'on est parti trop tôt, ou que la situation était inévitable? Qu'est-ce qu'on se dit par rapport à l'Afghanistan? Mais un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'au niveau des pays du Nord, en quelque sorte, les pays du Nord continuent à intervenir en des endroits quand ils décident que finalement il faut aller remettre de l'ordre là-bas. Alors, on est gendarme du monde. Gendarme, ouais. Et parce que pour l'Afghanistan, la situation des femmes afghanes était connue depuis longtemps, très longtemps. Quand avons-nous décidé de se mobiliser pour aller en Afghanistan? Quand il y a eu un intérêt, à mon avis, non? Non, quand ils ont dynamité les Bouddhas. À ce moment-là, c'était un scandale. Et c'est à ce moment-là que ça s'est
véritablement déclenché. Mais la situation des femmes afghanes, elle était connue depuis très longtemps. Mais Donc, comme quoi l'élément déclencheur n'était pas une situation humaine, c'était un fait qui a été porté, avec une symbolique, etc. la situation humaine, du coup, c'était juste un petit voile pour cacher un peu la vraie raison, c'est ça? En fait, moi, il y avait, la situation était connue, puis du jour au lendemain, un peu comme aujourd'hui, avec le président des États-Unis qui décide, parce que le premier ministre israélien veut régler des comptes, comme il veut régler des comptes avec tout le monde, décide on va attaquer là, point. Mm. Parce que pourquoi? Ben, il y a la bombe, il y a des risques de bombes nucléaires en Iran. OK, mais il y a des bombes nucléaires en Israël, mais là, on ne dit rien. C'est comme quand on écoute un peu les informations, quand on me parle des frappes chirurgicales pour des frappes, des attaques militaires, désolé, mais les frappes chirurgicales, même si elles sont très chirurgicales, elles font de graves dégâts. Et donc, d'autres éléments qui sortent en disant, oui, tel pays utilise tel produit pour se défendre ou pour attaquer, ça c'est nocif au climat et à l'environnement. Et il y en a d'autres qui bombardent le Liban depuis maintenant des dizaines d'années, comme les Américains ont bombardé le Vietnam avec l'agent orange pendant des années. Et là, ce n'est pas nocif pour l'environnement et la population. Il faut quand même prendre du recul et analyser ce qu'on entend parfois sur les médias. Que les bombes à fragmentation soient iraniennes, israéliennes ou américaines, ce sont des bombes qui font des dégâts terribles pour les populations civiles. Hein. Alors là, quand je dis ça, on me dit, tu es un pacifiste, toi. Non, je suis pour la paix. En fait, là, je suis juste en train de mieux comprendre ce deux poids, deux mesures. Je fais qu'entendre ce mot, je suis obligé de l'utiliser, tu vois. Ouais. Donc, ce deux poids, deux mesures, dans le sens où on va autoriser des pays à faire des choses et d'autres, on va pas les laisser. Et puis, on va donner des raisons à ces pays-là. C'est trop compliqué, franchement. Non, Ça mais me je vous dépasse. comprends. Tout dépend de la position dans le monde, je trouve. Si t'es les États-Unis, tu pourras faire plus de choses que si t'es la Belgique, que si t'es. Non, je Pour moi, pense. c'est ça. T'as déjà regardé Hunger Games? Ouais, très surcoté d'ailleurs. Vous avez Non. regardé, vous? Non. En gros, dans ce film, le monde est partagé entre différents districts. Et ça va, je crois, du 12e au premier. En gros, le premier district, c'est là où les gens vivent bien, de façon aisée, ils ont accès à tout, etc. Et plus on descend, plus les gens sont pauvres et ont des difficultés, en fait. Et je pense que on est, les grands dirigeants de ce monde essayent de mettre en place un système comme ça, si c'est déjà pas le cas, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands dirigeants du monde euh, sont en fait avant tout des financiers, des gens très riches, qui raisonnent ou qui agissent en fonction d'intérêts financiers ou du monde des affaires ou des intérêts du sous-sol, du sous-sol, effectivement. Oui, c'est ça qui est dangereux parce que pendant qu'on fait ça, on écrase les populations qui sont là et qui vivent. Et donc, oui, il y a un sursaut à avoir. Le problème, c'est que le sursaut, quand on dit l'Europe, elle a trop longtemps été dépendante sur le plan de la sécurité des États-Unis. Mais les États-Unis ne laissaient pas faire le développement de l'Europe, partant du principe que, d'ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis a encore rappelé que c'est chaque fois Bastogne. Mais il y a aussi d'autres qui sont venus mourir dans nos pays pour nous défendre à une époque. Il n'y a pas une exclusivité pour la défense de la paix et le retour de la paix dans les pays européens. On ne s'est pas organisé, on est faible au niveau européen et on s'y prend mal pour réorganiser aujourd'hui, puisqu'on dit on va faire une défense européenne et on achète sans concertation, ça coûte très cher et ça coûte très cher au détriment d'autres priorités qui doivent être rencontrées par les pouvoirs publics. Ils essaient de changer ça d'ailleurs, de la manière d'acheter les armes. Je pense que maintenant, au lieu que par exemple l'Espagne veut ses armes aussi et la France veut ses armes aussi dans la même industrie, imaginons, mais des armes différentes, ils veulent que maintenant on achète en groupe. Mais bon. Ça fait des années. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, non, bon. ça fait des années qu'on dit il faudrait faire cela, mais ça ne se fait pas. Je reviens sur mon expérience. Nous avons effectivement, lorsqu'il s'est agi de remplacer les C-130, les gros avions transporteurs, ben, quand on s'est agi de les rentrer, nous avons bataillé pour faire en sorte que l'on achète des avions européens, les Airbus
à 400 qui servent aujourd'hui au transport des troupes, comme les hélicoptères NH-90, qui sont aussi des avions de conception européenne. Donc, on essaie de mutualiser les choses. À un petit niveau peut-être, mais on a acheté 7 A400M et le luxembourgeois, parce qu'on était ensemble, a acheté le 8e, ce qui a renforcé notre force d'intervention, mais effectivement pour transporter des troupes, pour transporter du matériel, pour faire surtout aussi de la solidarité. Donc sur le terrain, il y a des choses qui se font, mais le débat sur les fameux avions F-35, il était plombé dès le début. Il y a des promesses qui avaient été faites qu'il fallait acheter les avions F-35 pour des compatibilités avec le matériel nucléaire. Et donc, à côté de ça, les Français et les Allemands ne s'entendaient pas, les Suédois ne s'entendaient pas, et ils sont arrivés comme les carabiniers d'Offenbach quand tout était plié et que la décision, c'était vers les F-35. Nous, on avait dit qu'on n'achetait pas les F-35, on allait voir, on allait acheter éventuellement le minimum suffisant sur étagère et par tranches successives. Aujourd'hui, on a vu, c'est tout le contraire. On a acheté en vrac et on achète en plus, en se posant la question si on aura suffisamment d'espace aérien pour garantir à ces avions de pouvoir se traîner. C'est dingue. La vérité, moi, je suis pas très calé avion et tout. Mais un avion pour voler, il doit avoir un espace aérien. Ouais, mais je suppose aussi, surtout qu'en Belgique, franchement, c'est un peu petit, quoi. C'est un peu étroit. Réduit à tel point, dans l'exemple de la coopération avec la France, les Alpha Jet, qui étaient des avions qui précédaient, on avait fait un accord avec la ministre française de la Défense à l'époque en disant, écoute, toi, tu as beaucoup d'avions et tu as de l'espace aérien. Moi, j'ai peu d'avions, mais je n'ai pas beaucoup d'espace aérien. On va faire en sorte que la formation de nos pilotes se fasse ensemble sur le territoire français. Bien, ouais. C'est du pragmatisme pur. Et au niveau politique, il y a finalement les grands idéologues, il y a les grands penseurs, il y a ceux qui font des discours, et puis il y a ceux qui sont les mains dans le cambouis, qui vont voir les gens à la base, qui découvrent que ça est possible de faire avec les autres. On fait des nœuds, on crée des partenariats et on avance. C'est ma façon de faire depuis toujours. Et ça fait un certain nombre d'années que je le fais. C'est une façon de faire plus politique ou diplomate, pour le coup? C'est pas de la diplomatie, c'est simplement du pragmatisme. Et je reviens à ce que je disais du rôle du politique. Le politique, il est là pour trouver des solutions et apporter des solutions concrètes pour répondre aux besoins de la population. Donc c'est du pragmatisme politique enrobé dans la diplomatie, si vous voulez. Je viens de faire vraiment une phrase de diplomate. Il m'a endormi de ouf. Bon, pour en revenir un peu à votre rôle de ministre de la Défense, quand vous décidez qu'il faut partir en Afghanistan en 2001, c'est quoi, qu'est-ce que vous demandez aux soldats concrètement? D'abord, je les rencontre. Ouais. Je les rencontre, je vois le responsable et je m'assure que quand ils partent, il y ait dans mon cabinet en proximité la personne qui les a commandés quand ils étaient en Belgique, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un contact direct et permanent entre eux qui sont là et moi qui reste ici, indépendamment du fait que je me suis rendu avec eux dans les premiers contingents, pour voir où ils étaient, comment ils vivaient, où ils étaient localisés, les risques qu'ils prenaient. Je suis allé effectivement au nord de l'Afghanistan, dans une maison au centre d'une ville où les militaires étaient là. Ça se passait très bien avec la population et tout ça. Je voyais où ils étaient, je savais où ils étaient. Et pour revenir sur la période où j'étais ministre de la Défense, le soir de Noël, j'allais voir systématiquement tous les ministres en opération, où qu'ils se trouvent dans le monde. Ils étaient d'accord de faire ça le soir de Noël? Vous les avez obligés? Non, justement, c'est pas parce qu'on est à l'armée qu'il faut donner des ordres en permanence. Il faut accrocher les gens, adhérer les gens à votre façon de procéder. Et par votre proximité, par votre écoute, par le dialogue que vous avez avec eux, vous pouvez vous permettre de dire ça va, ça ne va pas. Je n'étais pas un militaire, moi je suis matelot milicien. Moi, donc c'est la première fois que l'armée belge avait un ministre matelot milicien. Mais quelque part, comprendre l'entreprise dans laquelle on travaille, travailler avec les gens qui sont là, ils en savent plus que vous qui venez d'arriver, et voir où ils travaillent, ce qu'ils font sur le terrain, comment ils sont situés. Quand on était au Kosovo, il y a eu le syndrome du Kosovo, comme on disait, qui était donné par un stress permanent, parce que finalement, les types étaient logés dans
dans un bâtiment à côté de générateurs polluants, puants et bruyants. Et forcément, ça posait. Alors, on a fait faire en sorte qu'il y ait des enquêtes sociales et de santé avant, après, pour justement faire en sorte que si des personnes souffraient de cela, ils pouvaient être indemnisés. Donc c'est être à côté des gens, et c'est toujours comme ça, c'est beaucoup plus plaisant. Mais maintenant, le fait que vous ayez été au nord de l'Afghanistan à ce moment-là, je ne sais pas comment le considérer perso parce que je ne suis pas forcément de fou et tout, mais est-ce que vous considérez que c'est quand même courageux ou que tous les ministres devraient le faire en vrai? Genre ce genre de moment, d'aller sur place au moins la première fois au début pour voir Ouais, la situation, quoi. chaque ministre fonctionne comme il a envie de fonctionner. Moi, quand j'étais ministre à la régie des bâtiments, j'ai visité toutes les prisons en Belgique, en ressortant librement d'ailleurs, hein, donc voilà. Et j'ai visité tous ces bâtiments parce que je veux savoir ce sur quoi s'applique mon autorité et en travaillant avec les gens. Et c'est normal pour moi que les ministres aillent sur place. Et un ministre de la Défense, par définition, il doit être à côté de ses militaires sur le terrain. Au début, pendant, après, etc., pour bien mesurer les choses. On ne peut pas envoyer des gens dans des pays lointains, dans des zones à risque, en restant assis dans son bureau ou au Conseil des ministres. Non, c'est aller là, sur le terrain, et voir effectivement les problèmes qui se posent. Comment on peut améliorer les choses en termes d'équipement. Je crois que c'est important. Et Ça rend. excuse-moi, hein, je dois dire un truc, mais je suis désolé, ce que vous venez de dire vient de vous coincer dans la case d'homme courageux. Je suis désolé. Ça rend plus humain aussi de faire ça. Parce que vous n'avez pas donné des ordres comme ça, n'importe comment. Ouais, toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Quand on voit les choses sur place, je pense qu'on se dit, ah ouais, on a peut-être une idée de la chose. Quand on le voit, on se dit, ouais, peut-être qu'il va falloir réfléchir autrement. Et être les premiers quelque part. Vous savez, quand il y a eu le tsunami, tout le monde se précipitait en Thaïlande. Moi, j'ai dit, on va au Sri Lanka. Ouais, mais là, vous êtes juste fou un peu. Non, non, on est allé au Sri Lanka et j'ai accueilli aussi. Il y a des gens qui m'ont accompagné Mhm. aussi, des gens Adamo est venu avec moi à Kaboul. Le chanteur. Adamo est venu avec moi à Kaboul. L'astronaute et celui qui a créé la station en Antarctique est venu avec moi au Pakistan. Axel Red est venu avec moi. Pourquoi? Parce que finalement, j'ouvrais au maximum le département de la Défense vers la société civile et je trouvais sympa qu'elle vienne aussi apporter son soutien là-bas. C'est le mariage entre paix, solidarité, société civile, tous les termes qui se trouvent dans la phrase du début, je les mettais en œuvre et ça crée des souvenirs pour eux, pour nous, mais aussi pour les gens sur place. Et des grands moments d'émotion. Vous savez, quand au Sri Lanka, vous remettez un moteur de bateau à deux petites filles qui viennent de perdre toute leur famille, c'est des moments d'émotion terribles. Mais des émotions partagées. Et je crois que c'est important de pouvoir dire on n'est pas resté inactif. On a été présent là, sur le terrain, aux côtés de la population, en difficulté, et donc on est reconnu comme tel. Pour la petite histoire, je suis sans doute un des seuls ministres de l'OTAN à avoir posé un avion de l'OTAN sur le territoire iranien lorsqu'il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Parce qu'il y avait des gens qui étaient partis ici pour aider, mais comme il n'y avait pas de couverture, je vais dire, d'autorité, on avait dû aller effectivement ouvrir le verrou pour que l'hôpital de campagne qui avait été installé puisse être utilisé pour la population touchée. Et donc vous étiez à la tête de cette initiative en fait. Oui, parce que j'aime bien décider. Ben, vous avez bien fait en tout cas. Ça a permis d'aider des gens. C'est Être encore politique, mieux. c'est décider. Parce que moi, je préfère, en faisant de la politique, être critiqué pour avoir décidé quelque chose, pour avoir dit quelque chose, pour avoir été quelque part, plutôt que d'être critiqué en ayant été absent, n'avoir rien dit ou n'avoir rien fait. D'ailleurs, mes grands-parents ne me le permettraient jamais. Prise de position avant tout au final. Genre faire quelque chose au lieu de ne pas faire. Ben oui, c'est clair. Et quand il y a une crise, ben être là, présent, quand on vous dit qu'il y a eu un tremblement, qu'il n'y a eu pas un tremblement, l'explosion de Guy Languin, je suis resté pendant 48 heures avec les gens qui travaillaient sur le terrain. Voilà. 48 heures.
Et en parlant d'Axel Red ou Adamo, des gens comme ça que vous avez rencontrés, vous avez sûrement dû rencontrer des grosses têtes dans le milieu, dans tout ce que vous voulez. Et c'est qui vous a le plus impressionné? Et si vous avez une anecdote par rapport à ça aussi. Dans n'importe quel domaine, du coup, hein. Ou à n'importe quel domaine, vraiment. Mais j'ai beaucoup d'anecdotes. Maintenant, les trier, ça va prendre un peu de temps. Mais non, c'est. Mais je vais vous donner. C'est pas nécessairement des gens puissants qui impressionnent. Ah ouais? Non, je vous viens de donner cette anecdote des deux petites filles à qui on remet ces moteurs qui vont leur permettre sans doute de recommencer à exister après avoir perdu. Ça, c'est important. Des gens dans des cérémonies difficiles, quelquefois, la famille des paracommandos assassinés au Rwanda, on a dû renouer les fils avec ces familles des paras. Et encore aujourd'hui, encore une cérémonie à Charleroi prochainement, parce que finalement, comme trop souvent, on a encore entendu avec les victimes des attentats, les administrations sont froides, les assurances sont froides par rapport au drame vécu par les gens. Et d'autres, à côté d'être des gens, et jouer sur la symbolique aussi. Quand j'ai décidé de faire un mémorial pour les victimes belges, aussi bien la coopération au développement et des paras à Kigali, j'ai décidé de faire une symbolique. Ce sont des pierres qui viennent du Hainaut, qui sont effectivement dressées là-bas, qui sont... il n'y a pas de nom dessus. Il y a uniquement les initiales des paras assassinés. Il y a aussi une stèle qui est là contre tous les génocides. C'est 2 mètres dans le sol, c'est des pierres du Hainaut, donc heureusement qu'on avait laissé 130 pour les 30. Elles sont brutes, ces pierres, parce que finalement, la vie n'est pas lisse. Elles C'est sont pas des pierres précieuses, elles hein. sont, non, elles sont cisaillées. Les pierres précieuses, je vais vous donner un exemple après. Elles sont cisaillées en leur sommet parce qu'ils sont morts brutalement. Et alors, il y a des choses qui sont incompréhensibles. C'est quand on est allé inaugurer ce mémorial aux paras assassinés, mémorial de tous les génocides. Il y a aussi une de ces pierres à Nivelles qui est là, en mémoire de ça. Il y a une petite fille qui était là, qui était dans le ventre de sa mère, qui s'est dirigée vers la stèle. Elle a dit papa, et c'était la stèle qui portait les initiales de son prénom, elle ne le savait pas. J'en ai la chair de poule. Parce que T'es petite quel âge, plus ou moins? Genre bébé? Mais oui, ben c'était quelques années après le Rwanda, c'était une dizaine d'années après que ça s'est passé. Donc, elle est sur la stèle, en quelque sorte, qui était là. Oui, c'est sur des moments comme ça. De pierres précieuses, on sait que je suis un collectionneur de cailloux. J'ai des cailloux du monde entier. Pas que j'ai ramassé moi-même, mais que certains amis, quand ils partaient, ils savaient qu'on rapportait un cadeau. C'était facile, ils s'abaissaient. J'ai des cailloux du monde entier comme ça. Vous les triez, genre ça, ce caillou-là, il vient du Canada, celui-là, il vient Oui, de ça. tout a été identifié, etc. Et alors, un jour, je vais dans un pays, je crois que c'était le Yémen, et on avait sans doute dit au responsable du Yémen que j'étais collectionneur de cailloux. Mais j'avais précisé, j'avais dit, mais moi, je ne veux pas de cailloux, non, pas des cailloux comme certains présidents français avaient reçu, là. Non, je disais non. Et à mon avis, j'ai choqué mes interlocuteurs. Parce qu'en repartant du Yémen, j'ai reçu un grand panneau comme ça, avec la photo de tous les cailloux du Yémen. Mais en photo, mais pas en réalité. Donc c'est une anecdote. Mais pourquoi les cailloux? Tout simplement parce que c'est un élément de la terre où les gens sont. Donc ça rapproche. C'est une symbolique forte. C'est comme les stèles qui sont faites. Ce sont des pierres qui viennent de la région d'où les militaires étaient. C'est une attache, c'est un lien qui est créé. Et bon, ben voilà, c'est des choses que d'habitude, on ne fait pas en étant ministre. Moi, j'ai fait plein de choses comme ça. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mandats successifs. J'ai pu faire plein de choses, à la fois qui étaient... on a fait des concerts, on a fait des expositions de peinture, on a fait plein de choses. C'est un métier passionnant, le politique. Mais ce n'est pas un métier, c'est une passion. Et si vous faites quelque chose avec une passion, ben, vous faites plein de choses qui vous plaisent. Et vous avez des gens qui vous aident, vous découvrez plein de gens avec des statuts différents, ici ou ailleurs. Vous découvrez des cultures et vous continuez à travailler, comme on a fait par exemple, pour faire condamner l'utilisation de l'agent orange au Vietnam. J'étais allé au Vietnam à une époque, quand ils étaient encore sous embargo, et avant la visite de Mitterrand.
Mais ça, c'était pas comme ministre, c'était comme assistant. Si vous étiez ministre de la Défense de nos jours, ce serait quoi votre première décision, on va dire? Mais d'abord, si j'étais ministre de la Défense aujourd'hui, je veillerais à faire en sorte que toutes mes décisions soient véritablement intégrées dans la norme internationale. Ça, c'est la première chose. Ah oui, quand on s'est opposé à la guerre en Irak, certains avaient dit ils sont fous, ces deux-là, ils ne seront plus jamais ministres. Qui On est a qui? été- Vous et qui? Il y a des gens qui voulaient que l'on aille en opération et comme on Mhm. s'opposait à participer à la guerre en Irak, Mhm. il y avait des gens qui disaient ils sont fous ces deux-là, ils ne seront plus jamais ministres, Louis Michel et moi. On a été ministres encore après, donc ça va, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais l'autre élément, c'est... on m'a déconcentré maintenant. Non, je suis Vous là, je aussi. suis absolument là. Non, mais finalement, d'abord, le premier respect, c'est les hommes et les femmes de la défense. C'est de ne pas, c'est de les rencontrer et ne pas les rencontrer quand les premières décisions ont été prises. Et ensuite, c'est vraiment de mesurer les efforts à faire et ne pas tomber sous le diktat de certains États en disant il faut absolument augmenter les dépenses. Que l'on augmente les dépenses, peut-être, mais alors il faut le faire dans une cohérence avec d'autres et en mutualisant les choses. Et pas courir chacun de son côté comme un gamin dans un magasin de jouets pour prendre telle et telle chose parce que c'est beau, c'est de bonne couleur, ça pourrait servir. Et ensuite, c'est d'arrêter à un certain moment les dépenses énormes que l'on fait. Quand on me dit qu'on va acheter 3000 camions, alors qu'il y en a beaucoup encore dans les hangars, et qu'il n'y a pas suffisamment de chauffeurs pour conduire tous ces camions, je ne ferai pas ça. Je ferai autre chose. Ensuite, également, je continuerai à avoir un rapprochement entre la défense et pas uniquement en disant à des jeunes, venez, on va vous donner 2000 euros par mois, logés et nourris, et puis après un an, on verra si vous convenez ou pas. Non, c'est pas comme ça que l'on réconcilie la défense avec la population. On va créer une série de frustrations à un certain moment et on crée un déséquilibre. Le métier de la défense, c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça s'apprend. C'est quelque chose que il faut le vouloir, il faut être vraiment imprégné aussi de valeurs humaines quelque part. Et c'est ce que je disais à ceux qui me disaient on ne parle pas trop de la paix. Si, ce sont des hommes et des femmes avant tout qui ont envie de faire leur métier correctement dans des missions difficiles. Mais comme dans tous les métiers, que ce soit la police, les pompiers ou ailleurs, dans les administrations, il y a toujours des gens qui dérivent à un certain moment et qui sortent des valeurs qu'ils sont priés de respecter. Et ça, c'est l'objectif et c'est le rôle des responsables politiques de faire respecter les valeurs. Vous pensez que votre métier est infaisable sans passion? Genre vraiment, faut être passionné pour le faire. Non, Ou vous avez sinon, on le fait raison. mal Non, peut-être. vous avez raison. C'est le genre de choses. Certains aujourd'hui arrivent en politique en disant on fait ça parce que finalement c'est bon, c'est une bonne visibilité, c'est agréable, etc. Je ne dis pas que tout le monde le fait comme ça, mais pour bien réussir et pour bien le faire, il faut être passionné. Il faut être passionné, il faut aimer les gens, il faut être conscient que si vous faites de la politique, automatiquement, vous sortez de l'espace, votre vie privée, vous devez la sauvegarder. Moi, je n'ai jamais été du style à ouvrir ma cuisine, présenter mes enfants. Non, jamais fait ça. Préserver la vie privée, chacun a droit à sa vie privée et les hommes et les femmes politiques aussi. Et ils doivent être respectés aussi. Mais quelque part, il faut avoir conscience que si moi je me gare avec ma voiture sur un passage pour piétons, il est clair que j'ai la couverture dessus d'un fois le lendemain, parce que quelqu'un prendra une photo. Donc vous devez être plus soucieux encore de respecter les règles plutôt que d'autres. C'est une contrainte supplémentaire. Mais vous avez aussi cette capacité à, si vous êtes à l'écoute, vous avez cette capacité, non pas par opportunisme, par clientélisme que l'on a dit. Moi, j'ai toujours fait des permanences sociales pour écouter les gens. Mais les lois sont là, elles doivent être respectées. Ce ne sont pas des passe-droits. Mais ça permet de rassurer les personnes en disant on est à votre écoute. Vous avez tel problème, on va peut-être vous aider à régler ce problème pour ceci ou pour cela. Dire à une personne, ne demandez pas un avocat, mais voyez un médiateur qui va peut-être débloquer le dossier qui vous préoccupe aujourd'hui. Vous avez besoin d'un logement, on va essayer de trouver ce logement, etc. C'est être à la disposition des gens. Mais ça, c'est finalement quelque chose qui absorbe votre vie privée. Et ça, c'est vrai que la passion politique
quand elle est poussée, je l'ai sans doute poussée très loin aussi, ça handicape peut-être, ça porte préjudice à la vie privée en quelque sorte. Une Ça question de grignote un peu. déséquilibre qui se crée. Mais bon, voilà, on est comme on est. Et il est inutile de pleurer sur le lait répandu. Si on n'est pas passionné, on est diplomate. Je sais pas, non. Il y a Si on n'est pas passionné. non, on est il y a des diplomate. il y a des diplomates qui sont très motivés, etc. Moi, j'ai rencontré de grands monsieur qui font de la vraie diplomatie, qui travaillent en bonne accordance. J'ai eu la chance au niveau quand j'étais ministre de la Défense, je participais aux réunions de l'OTAN et j'ai un grand défaut, je n'ai jamais de notes à lire. Je fais toujours mes discours en fonction de ce que je veux. Et encore maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas de discours, je n'ai pas de texte. Mais le pauvre ambassadeur qui était là, M. Streu, malheureusement décédé trop tôt, il a vécu difficilement avec moi parce que le malheureux, il devait corriger quelquefois quand je disais à Donald Rumsfeld, qui était assis juste en face de moi, de l'autre côté de la table, très loin, heureusement pour lui, mais quelque part, il était assis de l'autre côté de la table, que je lui disais, mais nous sommes ici dans une assemblée où chaque pays est souverain et nous avons encore le droit de dire non, etc. Il me disait, vous savez, hein, Don Rumsfeld est très fâché. Je disais qu'ils sont fâchés, c'est pas mon problème. Alors il me disait, mais je vais essayer d'aller lui expliquer qu'il devrait quand même venir à la réception du soir. Je disais, allez-y, mais s'il ne vient pas, peu importe. Et quand le type passait devant moi, je disais, tu ne viens pas à la réunion ce soir, c'est pas un problème. Il y était quand même. Donc voilà, mais quand vous avez un diplomate comme ça, qui a le sens de la diplomatie, mais qui comprend bien que l'individu qui est en face de lui, le politique, N'est pas n'a Dieu. pas envie de lire le texte qui a été fait jusqu'à la dernière virgule, en commençant par un texte et en disant une chose et le contraire de la chose à la fin de la phrase, c'est ça. Mais ça crée aussi des liens. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans la diplomatie encore aujourd'hui qui finalement sont très agréables. Parfois, ils sont corsetés, mais il faut faire sauter le corset. Hein. Et maintenant, je pense qu'on a plus ou moins tout dit. On passe à un petit jeu. Petit vrai ou faux. C'est bon pour toi? Ouais, Ok, c'est directement. bon. Ben, en Il fait, y a, on va... il y a des Pardon cadeaux après le jeu, non? Non, pas forcément, juste Bon. l'honnêteté. Ben, on va faire juste un vrai ou faux. Donc, c'est-à-dire on va vous poser des questions et vous devez répondre juste par vrai, par faux, pas forcément pas d'argumentation. Voilà, juste vrai ou faux. Et D'accord, ça veut dire réponds par oui ou par non et tais-toi pour le reste. Hein, non, mais non. En fait, Je c'est peux poser plus- une question, il y a un joker? Allez-y. Ouais, Il y en a deux, allez, même. deux. T'es gentil, toi. Ah, allez, deux, allez. Non, deux. Parce qu'à la base des bases, on a dit Moi, je deux. n'aime pas Et les on a jokers. pris beaucoup de Je questions. n'aime pas quand les même. jokers. Ok. Mais non, ça va, c'est pas très. Je crois que ça va. Vous regrettez d'être allé en Afghanistan. Faux. Lorsque vous étiez ministre, votre intuition a déjà pris le dessus sur les données réelles pour des décisions. Vrai. Vous connaissez des informations sensibles que le public ne connaîtra probablement jamais. Vrai. Ok. Vous avez déjà pensé à démissionner de votre poste de ministre de la Défense. Faux. Vous avez déjà dû défendre publiquement une décision gouvernementale envers laquelle vous étiez contre. Vrai. Si vous pouviez revenir en arrière, vous changeriez vos multiples réformes à propos de l'armée belge. Faux. La Belgique suit plus qu'elle ne décide. Vrai. Refuser l'Irak était plus une décision éthique que politique. Je vais dire joker, mais c'est les deux. Ok. Certaines décisions vous ont empêché de dormir. Faux. Je t'en mets bien sur vos oreilles après. Ok. Le monde aujourd'hui est plus dangereux que celui d'il y a une vingtaine d'années, on va dire. Vrai. Ouais. Vous avez déjà fait semblant de comprendre quelque chose en interview. Vrai. On dira pas si c'était maintenant ou un autre. Non, ça va. Mais bon. C'était pas très détaillé la nôtre. On se rappelle de vous, on vous connaît comme la personne qui avait affiché ses pancartes, ses affichages partout sur Bruxelles. Vous répondez encore à ce numéro? Vrai. Incroyable, c'est une dinguerie, je ne m'attendais pas à Moi non celle-là. Voilà, c'est bon, on a terminé. C'est faux. Tu dis? Donc, ouais, c'est ça. Bah, ça fait un plaisir de vous recevoir en tout cas. J'espère que le plaisir est partagé. Ah oui, moi je me suis bien amusé. On a Franchement, rajouté c'était cool. quelques petites questions qui sont venues comme ça sur le coup, en mode feeling. J'espère que, Non, il n'y a pas de Je sais problème. pas. C'était très agréable. franchement, reviens j'ai quand beaucoup aimé. Quand vous voulez, hein. Ah, voilà. Fallait faire le truc mardi aussi, peut-être. Oui, tout à Euh, fait. On peut se dire. Bah, c'était Link Media pour encore un podcast. Et ce fut un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci.